Avec nous. On va parler à présent donc, des 10 ans du tsunami. Avant de vous donner la parole, je vous propose de voir ce reportage justement sur ce 10e anniversaire. Un souvenir douloureux. Il y a 10 ans, Mohamed a été englouti par les vagues géantes provoquées par un tsunami qui s'est abattu sur Banda Aceh en Indonésie. Il s'est réveillé dans une morgue de fortune. J'ai regardé autour de moi et il y avait des cadavres partout. Quelques années plus tard, Mohamed s'est marié avec Yuliani. Elle a elle-même perdu son époux et son fils dans le tsunami. Aujourd'hui, ils sont les parents d'une fille de 2 ans et ont déménagé dans les hauteurs de la ville, loin de la mer, pour se sentir plus en sécurité. Ce couple aussi a débuté une nouvelle vie. Tous deux ont perdu leurs conjoints respectifs dans la tragédie. En deuil durant des années, ils ont ensuite choisi de recommencer à regarder vers l'avenir, ensemble. Plusieurs hommes voulaient m'épouser, mais je ne voulais pas d'eux, je le voulais lui. C'était difficile, mais je l'ai pourchassé. Il était comme un beau fruit au milieu de buissons d'épines. Le 26 décembre 2004, des vagues de plus de 35 mètres de haut, provoquées par un séisme sous-marin, se sont abattues sur les côtes, tuant plus de 170 000 personnes en Indonésie et bouleversant la vie d'un nombre incalculable de foyers. J'ai perdu la plupart de ma famille durant le tsunami. Seuls 4 de mes frères et moi-même avons survécu. J'ai réussi à sauver les enfants de ma sœur. Maintenant, ils vivent avec moi. 10 ans plus tard, la vie à Aceh semble être revenue à la normale. Mais les habitants vivent dans la peur constante du passage d'un nouveau tsunami dans une région où les séismes sont fréquents. Daniel Kahn, vous nous disiez tout à l'heure votre association Nathan est un réseau de coordination entre les différentes associations humanitaires d'Israël. Qui sont vos volontaires? Ce sont des ingénieurs, des infirmiers? Ça se passe comment? Nous travaillons sur plusieurs domaines en fonction des besoins et tout processus de soutien se fait par étapes. La première étape est automatiquement une étape médicale, c'est-à-dire ce sont des équipes très mobiles. Donc vous envoyez des médecins? Des médecins, des paramédics, des infirmiers qui sont capables de se déployer dans les 48 heures. C'est ce qui s'est passé lors du tsunami, c'est ce qui s'est passé en Haïti, c'est ce qui s'est passé il y a 1 an aux Philippines, qui viennent avec leur propre équipement et qui vont travailler sur le terrain. En unité mobile. Ça, c'est la première étape, donc c'est l'urgence médicale. Ça, c'est la première étape. On profite de cette étape pour faire une évaluation des besoins. À partir de là commence une deuxième étape qui est un début de réhabilitation en quelque sorte et qui consiste à travailler avec la population, dans notre cas surtout sur les questions psychosociales, c'est-à-dire tout le travail sur le post-traumatisme. Donc là c'est un travail pour le long terme plutôt. C'est un travail d'abord sur l'urgence. D'abord sur les enfants et les familles qui ont subi un traumatisme. Et malheureusement, là, Israël a énormément à faire. On a quelque chose à apporter. Parce que, si vous vous rappelez la guerre de l'été dernier, quand vous avez des populations qui sont bombardées à court de journée pendant des périodes longues, en parallèle se développe une spécialisation du travail sur le traumatisme, du travail sur la communauté, qui n'a pas son équivalent. Et donc on envoie à ce moment-là des équipes. Les gens qui interviennent à ce moment-là sont des universitaires et des praticiens de haut niveau, c'est-à-dire... Ils vont à la rencontre de qui? Ils vont à la rencontre des sinistrés ou des médecins locaux pour les former? Des deux. Des deux? On commence avec des sinistrés, des enfants. Par exemple, si je prends le cas des Philippines, une des premières priorités aux Philippines était de rouvrir les écoles. Parce que contrairement au tsunami, il restait encore quelques structures. Mais les instituteurs ne sont pas capables de s'adresser à un groupe de 35 gosses qui ont subi un traumatisme. Donc il faut travailler avec les instituteurs, mais il faut aussi travailler un peu avec les gosses. Eux-mêmes, instituteurs eux-mêmes traumatisés souvent. Absolument, qui ont perdu des proches, qui ont perdu leurs repères. Et donc on va commencer à travailler là-dessus. On va de là passer très vite à la formation des formateurs. Une chose formidable qu'on a fait l'an dernier, c'était former les sages-femmes. J'ai une question concrètement. On sait que les soldats en Israël de la défense civile, la défense passive, ont toujours dans leur voiture un sac pour être prêt à partir s'il le faut, un sac d'urgence et un sac d'habits pour partir n'importe où à l'étranger si on leur dit qu'il y a eu un tremblement de terre. C'est pareil pour vous? Nos gens sont prêts, mais on est une organisation bénévole, 2 bénévoles, gérés par des bénévoles.
Et donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment est-ce que vous survivez d'un point de vue financier? Mal. Mal. On cherche. La nature humaine est faite de telle sorte que les gens sont prêts à donner quand ils entendent parler d'une catastrophe. À ce moment-là, on met la main à la poche, il y a une solidarité immédiate. 6 mois après, ça n'intéresse plus grand monde. Et on cherche effectivement des partenariats, on cherche des parrainages. C'est pas évident. Heureusement, les bénévoles, ça coûte pas très cher. Comment est-ce que vous préparez ces bénévoles? Psychologiquement, physiquement, matériellement? Comment est-ce que vous les préparez à affronter un terrain comme celui du tsunami en Asie? Alors d'abord, ce sont des professionnels. C'est-à-dire que dans leur propre domaine, en psychosocial, en post-traumatique, on a des méthodes de fonctionnement. Ce sont des gens qui ont une formation. Et on leur donne des formations relativement accélérées de quelques jours, qui consistent d'abord à créer le groupe. C'est-à-dire à donner une synergie entre les gens exactement. Il y a sur toute équipe un logisticien qui a pour rôle un peu d'aplanir les difficultés, de trouver une solution. Lorsqu'on est arrivé aux Philippines, pendant le premier mois, l'équipe a dormi sur le toit d'une église détruite. Sous les étoiles. Ils quittent leur travail, ils prennent 1 à 3 mois de vacances. Donc en fait, c'est des bénévoles dont vous disposez pour un temps relativement pour un temps limité. Compté. Tout à fait. Donc vous devez plus ils sont élevés dans la hiérarchie de leur métier, je pense par exemple au directeur de l'école des assistants sociaux de Tel Khaï, je pense à des professeurs qui font partie de bénévoles, qui vont sur le terrain. L'université de Beersheba, ce sont des gens qui, à un moment donné, annoncent qu'ils partent pour 3 semaines. Et qui, dans les 24 heures, sont sur un avion. Et ça, c'est accepté par leurs employeurs en Israël? Parce que quand il y a une période de réserve en Israël par l'armée, on sait tout le pays accepte, mais là, faire du bénévolat, aider des sinistrés à l'étranger? Ça marche. Ça marche? Ça marche. C'est pas toujours facile. On avait l'an dernier le directeur de l'école d'assistants sociaux de Tel Khaï, donc l'université dans le Nord, qui est parti pour 3 semaines. Il était nécessaire qu'il reste 1 semaine de plus, mais le recteur de l'université lui a fait comprendre que il fallait, voilà, qu'on a besoin. On ne parle pas forcément d'une Oui, société privée. de simples employés. Une question tout de même sur... Il y a une spécificité israélienne. L'armée israélienne s'est illustrée à de nombreuses reprises depuis maintenant de nombreuses années, aussi bien dans les années 90 que les années 2000, en Turquie, aux Philippines. Systématiquement, comment vous expliquez qu'Israël maintenant est connu dans le monde entier comme un pays qui porte assistance dans les zones sinistrées, et que c'est un pays aussi qui est reconnu pour son savoir-faire? Alors pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un message universel. Et vous avez ce message universel le stress post-traumatique des guerres aussi israéliennes. Il y a le stress de la société israélienne. Il y a aussi quelque chose dans le caractère israélien qui est une espèce de souplesse. On adore travailler dans la pagaille. On travaille très bien dans la pagaille. Oui. C'est-à-dire que, prenons le cas du tsunami ou prenons le cas de Haïti. La première équipe à être active réellement sur le terrain sont les Israéliens. Merci beaucoup, Danica. Je suis désolé, malheureusement, c'était très intéressant. On rappelle votre association Nathan pour ceux qui veulent vous aider, vous rejoindre et faire des dons. On va se rejoindre après un flash d'information présenté par les Amis Moon pour une dernière partie avec vous, Bethsabée, et aussi avec Myriam Aman qui parlera de la